Tout d'abord donc, le récit d'Isor. À 18 ans, en Avignon, cette jeune étudiante en esthétique est très proche de sa famille. Sur les réseaux sociaux, elle fait la rencontre d'Éric, un jeune homme de 22 ans. Isor tombe très vite amoureuse et après quelques mois en relation en distance, elle décide d'emménager chez lui. Mais dès les premiers mois, Éric se montre jaloux, possessif. Il fouille dans son téléphone et se permet de faire du tri dans ses amis. Sous emprise, Isor laisse faire. Mais très vite, Éric souhaite avoir un enfant avec elle et elle tombe enceinte rapidement. Mais quand Éric l'apprend, sa réaction est loin d'être celle attendue. Il lui suggère en effet d'avorter. Il lui dit qu'il ne veut pas d'enfant d'elle. Malgré ces remarques, Isor décide alors de garder son bébé. Mais à partir de ce jour-là, les violences s'intensifient. Il n'hésite plus à lui tirer les cheveux ou à lui mettre des claques, alors même qu'elle porte leur enfant. Nous sommes en Avignon. C'est ici que vit Isor. À 18 ans, l'étudiante en BTS esthétique est très proche de sa famille et sort régulièrement avec ses amis. Et la jeune femme vient de faire la rencontre sur les réseaux sociaux d'Éric, un jeune homme de 22 ans. Après une semaine passée chez lui en région parisienne, le coup de foudre est au rendez-vous. Le couple décide alors d'officialiser leur relation. Isor est aux anges, car Éric se montre très attentionné et protecteur. Mais ce qui semble être le début d'une belle histoire tourne rapidement au cauchemar. Dès le premier mois de relation, le comportement d'Éric change. Il réclame de plus en plus d'attention de la part d'Isor et la bombarde de messages et d'appels. L'étudiante commence alors à décrocher des cours et ses notes sont en chute libre. Et lorsqu'Éric la rejoint chez elle pour 3 semaines, il se montre terriblement jaloux. Le jeune homme fouille son téléphone et se permet même de faire le tri dans ses amis. Sous emprise, Isor le laisse faire. Après une énième crise de jalousie, elle décide même d'arrêter ses études pour venir s'installer avec lui en région parisienne afin de le rassurer. Mais c'est le début d'un véritable calvaire pour Isor. Peu à peu, elle se retrouve isolée de sa famille et de ses amis. Pourtant, très vite, Éric souhaite avoir un enfant avec la jeune femme. Il lui fait donc du chantage pour qu'elle arrête de prendre la pilule. Mais après quelques semaines, Isor tombe enceinte. Mais quand Éric l'apprend, sa réaction n'est pas celle attendue. Il la conduit devant une maternité et lui propose d'avorter. Car selon ses termes, il ne veut pas d'un enfant venant d'une crasseuse comme elle. Sous le choc, Isor décide tout de même de garder le bébé. Mais sa grossesse ne sera pas de tout repos. Les crises de jalousie d'Éric s'intensifient. Le futur père de famille se montre violent avec Isor. Il n'hésite pas à lui tirer les cheveux et à lui mettre des claques, alors même qu'elle porte leur enfant. Et à chaque scène, la violence augmente d'un cran. Un jour, Éric cogne la tête d'Isor contre le mur. Face à ces agressions, la jeune femme ouvre les yeux. Isor dépose une première plainte pour coups et blessures et violences psychologiques avec un certificat médical à l'appui. Mais la jeune femme, pourtant bien décidée à quitter son compagnon, retombe vite dans ses griffes. Éric continue alors de se déchaîner sur elle. Et désormais, c'est même en public, dans la rue, qu'il la frappe. Il menace même de la tuer. Isor, persuadé que son comportement changera à l'arrivée du bébé, décide pourtant de rester. Et en décembre, alors qu'elle approche de son terme, une nouvelle dispute éclate entre eux. Le jeune homme ne semble pas apprécier une conversation que la future maman vient d'avoir avec sa mère. Dans un accès de rage, il bat Isor au point de lui fêler une côte. La jeune femme a également la peau des joues arrachée. Mais Éric ne s'arrête pas là. Pour lui faire peur, il brûle un t-shirt à l'aide de la gazinière de la cuisine. Il enferme ensuite Isor dans la cave en lui assurant qu'elle va y mourir. Malgré ses blessures, elle parvient à contacter son père qui lui vient
immédiatement en aide et la sort de là. Quelques jours plus tard, c'est complètement meurtri qu'Isor donne naissance à son petit garçon. Pendant plusieurs mois, elle s'occupe alors de son fils, sans avoir de nouvelles d'Éric. Mais un jour de mars, le jeune homme vient lui rendre visite. Isor, terrorisée, prévient la gendarmerie qu'un homme violent est chez elle. Mais lorsque les gendarmes arrivent, Éric est déjà parti. Isor dépose une nouvelle plainte pour menace de mort et obtient la garde exclusive de leur fils. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Isor. Bonjour. Merci d'être en direct avec tous sur Avec ce plateau. plaisir. Quand vous rencontrez Éric, vous habitez en Avignon. Tout à vous êtes fait. dans un petit studio, vous êtes étudiante. J'habite dans mon studio d'étudiante, je poursuis mes études de BTS, voilà, classique. Et Éric, la rencontre se fait par Facebook. Tout à fait, lui il est de la région parisienne, on n'est pas à côté, les réseaux sociaux, les jeunes, ça va très vite. Comment ça se passe en fait? Pourquoi ça accroche entre vous? Ben, on vient à se contacter finalement par conversation pour faire connaissance. Ça devient assez fluide, on se trouve quelques points communs, ils discutent pas mal. Moi, je connais pas un grand monde autour de mon studio, je sors pas beaucoup. Et il est très présent, il me parle très souvent, donc ça accroche vite en fait. Et vous décidez d'aller le voir à Paris pendant les vacances scolaires. C'est ça. Du coup, comme on n'habite pas à côté, on en vient à se décider de se voir. Et j'en profite des vacances scolaires pour monter sur la région parisienne, le rencontrer. Comment ça se passe ben, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il est à la hauteur de ce que vous imaginez. C'est ça, ben oui, parce qu'à travers les réseaux, c'est jamais très significatif, mais il est au premier abord super. À quel moment vous commencez à vous dire qu'il est un peu particulier? Alors, parce que c'est pas de la violence tout de suite. Les premiers signes qui vont vous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'il est, comment dire, mytho, quoi. C'est ça, mythomane, c'est voilà. ce que j'allais dire. Il est très menteur. En fait, on va dire qu'il était beau parleur, il disait qu'il avait une voiture de marque, qu'il était champion de boxe, qu'il avait une vie très remplie. Et maintenant, ça va très vite sur Internet, donc j'allais chercher son nom parce qu'il disait être champion de boxe. Qu'il allait signer avec des sponsors. Enfin, c'est ça, il disait qu'il avait signé avec des sponsors, il s'envoyait des photos où il était en costard, il vit très rempli. Et donc sur Internet, je cherche son nom pour trouver des photos. Je n'ai jamais trouvé son nom en aucun rapport avec de la boxe. Donc ça m'a. En fait, je me dis, je sais pas, est-ce que j'ai mal cherché? Mais il me disait qu'il avait même un nom d'emprunt pour garder son anonymat. Donc, c'est un boxeur anonyme, en fait, c'est ça? Mais en fait, il avait réponse à tout. Donc, il disait qu'il avait une voiture super, très chère, voiture, etc. Et bien, justement, il vient me chercher donc, en scooter. Ouais. Donc, bon, le rêve, déjà, commence à être un peu moins... voilà. Et il invente qu'il est dans des affaires un petit peu louches, sur des... pas très claires. Et il me dit que ça a été saisi par la police. Donc, il a pris un scooter comme ça pour toujours être véhiculé. Donc, il y a des choses quand même qui commencent à me dire il n'est pas très net. Mais ça vous fait pas peur? Quand il vous dit, par exemple, ma voiture elle a été saisie par la police, c'est un peu inquiétant, oui, quand même, non? Oui, ça m'inquiétait un petit peu, mais à côté de ça, il était très rassurant sur pas mal de choses. C'était un petit peu, à cette période-là, mon père et moi, on était en froid. Il était un petit peu le père de remplacement, on va dire. Il m'épaulait beaucoup. Dans mes études, je commençais un petit peu à décrocher. Il me rassurait beaucoup sur tout. Donc, je faisais abstraction. Quand on parle de présence, il va être très présent par les réseaux sociaux, par les SMS en particulier. Ah oui. Il vous écrit quasi en permanence. C'est ça. Donc, quand je redescends, au début, il envoyait beaucoup de messages, mais après donc, ma visite chez lui en région parisienne pendant mes vacances scolaires, je redescends, je reprends mes cours, etc. Et du coup, on n'est pas ensemble, on n'est pas collés.
Et c'est des messages, mais non-stop. En fait, quand j'étais en cours, il m'envoyait quand même des messages. Même vous aimez le bien soir, ça au début, je trouvais ça mignon. Parce que je me dis, bon, il pense à moi, on n'est pas à côté. Mais j'ai trouvé ça, au bout d'un moment, quand même très lourd. J'ai toujours été quand même quelqu'un d'indépendant. Puis je voyais que je commençais à lâcher parce que répondre des messages, le téléphone qui sonne, ding, 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 sans arrêt, on ne peut pas être concentré. Donc j'ai commencé un peu à déconnecter. Et voilà, il ne voulait plus que je sorte avec des amis. Du coup, j'allais plus à des soirées. Je voyais plus personne au fur et à mesure. C'est allé très vite. Vous allez emménager avec lui? Oui, donc je décrochais complètement de mon BTS, donc j'ai tout lâché, mon studio, Mais vous êtes amoureuse? Oui, pour le coup, je suis quand même amoureuse, mais déjà là, j'avais quelques doutes. Mais je suis lancée dans le truc. Enfin, honnêtement, j'étais sur mon nuage. Hein. J'étais sur mon nuage. Je me suis dit, bon, on va aménager ensemble. Donc, je monte chez lui. Et je commence déjà quand même un peu à décrocher en me rendant compte qu'il vit toujours chez ses parents parce qu'il me faisait croire qu'il avait un appartement qui était en travaux. Et en revenant là, je me rends compte qu'il n'a aucun appartement, qu'il vit complètement chez ses parents. Donc, il avait 22 ans à l'époque, donc pas de travail, alors qu'il est censé avoir de la boxe, etc. Il m'explique qu'il lâche son contrat de boxe parce qu'il ne peut pas être éloigné de moi. Donc, pas de travail, pas de véhicule, pas d'appartement. Donc déjà, le rêve commence un peu à s'écrouler. Mais juste, Isor, parce que là, vous décrivez beaucoup d'aspects négatifs. Oui. Mais forcément, si vous êtes amoureuse et si vous acceptez d'emménager, c'est qu'il a un truc en plus. Alors, donc, oui, il avait un truc en plus. C'est vrai que j'ai été emportée un petit peu dans cette histoire. Quand je me suis retrouvée dans mon studio d'étudiante, je me suis sentie seule. J'ai toujours pas, à mon âge, j'ai pas encore coupé le cordon avec mes parents. Mais du coup, j'étais loin de ma famille. Donc, ça comblait un peu ce vide. Et il me parlait très vite de fonder une famille. Mais ça, il m'en a parlé très vite. Alors moi, dans ma tête, je me dis, bon, il en parle, mais c'est pas de suite. Mais vite, il a eu une emprise en commençant un petit peu à faire comme du chantage. Si tu veux pas d'enfant avec moi, c'est que tu veux pas faire ta vie avec moi. Enfin, tout ce genre de pression. Et je me suis moi-même vite mis la pression en me disant, bon, s'il voit que je réponds à ses attentes, il va être rassuré, il va voir que je suis une fille sérieuse, tout ça. Il va vous interdire, par exemple, de mettre des robes sexy, il va vous interdire de vous maquiller. Mais c'était même sans être sexy, en fait. Il mettait en place ce qu'on va appeler des conditions. Donc, pas de maquillage, alors que je viens d'esthétique, donc c'est quand même... c'était compliqué. Donc pas de robe tout court, pas de chaussures à talons, même pas de couleur flashy. Ça sert à rien de s'apprêter. Pour lui, en jogging, c'est très bien. Et vous dites oui? Au début, pareil, je trouve ça assez mignon, mais ça m'a quand même... je me sens de moins en moins à l'aise parce que ça ne me correspond pas. C'est pas ma personnalité, je suis assez féminine, j'ai été dans l'esthétique, ça fait partie de mon côté professionnel, donc je me sens coupée de ma personnalité au fur et à mesure. Alors il va vous le dire, hein, vous nous l'avez dit, qu'il veut un enfant. Avec vous, vous arrêtez la pilule, vous allez tomber enceinte assez vite. Oui. Et donc là, je suppose que quand vous lui annoncez... Il saute de joie. Au départ, oui, il est très content. Quand je lui annonce, en plus, c'était le lendemain de son anniversaire. Donc, il est très content. Mais ça déjante assez vite. Ça a duré... il était très content, on va dire, le jour même. Mais après, c'est reparti crescendo. Il se passe quoi, après? Il commence donc à être de plus en plus possessif. Donc, déjà, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Je connais personne en région parisienne. Et là, il ne supporte plus qu'il prend possession de mes réseaux sociaux. Il commence à trier... le moindre petit détail est passé au peigne fin, il supporte plus rien et il commence à faire des scènes de jalousie. Si on fait une course, que je passe à une caisse et que c'est un caissier, c'est une crise de jalousie. Et de là, il me fait du chantage en me disant il m'a amené plusieurs fois devant la maternité. Alors voilà, ça je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus, parce que moi, ça, je trouve ça totalement terrible. Oui. C'est-à-dire qu'il vous emmène devant la maternité en voiture, je suppose? Non, en scooter. En scooter, en plus. D'accord. Il fait pas rêver. Hein. Non, après coup, non. Il vous emmène devant la maternité, et alors là, racontez-nous ce qui se passe, parce qu'il vous emmène pas pour que vous voyiez où vous allez accoucher. C'est pas pour ça. Non, on y est déjà allé avant que j'ai fait la moindre échographie ou quoi que ce soit. Il m'avait déjà amené une première fois en me disant, voilà, tu peux y aller, c'est le moment d'avorter, si t'es pas capable d'être à ma hauteur. Oui, mais c'est le moment d'avorter. Il vous emmène devant la maternité, oui, non pas pour vous dire c'est là que notre enfant va naître, mais vas-y et avorte.
Oui, c'est ça, parce que il me faisait des reproches. Si tu respectes pas mes conditions, donc pas de maquillage, etc., on peut pas avoir un lien ensemble. Donc c'était un petit peu, oui, toujours du chantage, de la pression. Si tu fais pas ça, eh ben ça sert à rien qu'on ait un enfant. Donc ça chamboule beaucoup de choses. Quand vous êtes à 4 mois de grossesse, vous allez partir dans le sud chez votre maman, et puis vous allez trouver un appartement tous les deux. Oui. Et c'est le début des grosses violences. C'est le début des grosses violences parce que jusque-là, on habitait donc chez ses parents. Donc il y avait toujours, on va dire, une tierce personne autour. Donc même si c'était très compliqué, il y avait, on va dire, toujours quelqu'un. Mais là, on est seul. On est seul, donc il n'y a personne autour. Il m'a vite coupé de ma famille. Donc c'est monté crescendo. On va dire qu'il se retenait un peu avant, mais là, il ne se retenait plus. Alors son grand truc, c'est de vous tirer les cheveux. En fait, déjà, il y a toujours un petit truc qui va le faire démarrer. C'est un détail. Ça peut être un petit détail sur les réseaux sociaux, un regard dans la rue, ou quelque chose. Et son visage, il change. Il a comme un masque. On le voit, de toute façon, il change. Et c'est quelque chose qui va durer pendant des heures. Donc il répète en boucle ce qui ne va pas, c'est des insultes. Et il me tirait beaucoup par les cheveux, des gifles aussi. Et il crie pendant des heures, des reproches pendant des heures. C'est très psychologique, mais ça dure des heures. Alors c'est psychologique et physique, parce qu'en fait, il vous attrape par les cheveux. Son grand truc, c'est de vous cogner la tête contre les murs. Ça, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est arrivé, ou sur une table, c'est ça? C'est ça, surtout quand il était en présence d'alcool. Quand il était en présence d'alcool, il ne se contrôlait plus, il devenait de plus en plus violent. Alors, en fait, il vous culpabilise. Ça, oui. En plus, c'est un scénario qu'on voit régulièrement ici et là sur ce plateau. C'est que, comme vous êtes enceinte, il vous dit « Regarde ce que tu m'obliges à te faire, tu vas tuer le petit ». Oui, alors ça, c'est arrivé très régulièrement. Donc, quand il devenait dans ses accès de violence... Une fois, on va dire que c'était terminé, c'était des reproches, oui, ben, tu vois, comment tu me pousses à être, si le petit est en mauvaise santé, je te le reprocherai toujours, fais des efforts, tu es en train de mettre la santé du petit en danger, c'était des reproches en permanence pour me culpabiliser. Il y a une scène qui va se dérouler au mois de juillet, oui. C'est votre maman qui le surprend oui. en train de vous frapper. Elle arrive à un moment d'une scène de violence et elle découvre en fait la vérité. Je pense qu'elle se doutait de beaucoup de choses, mais j'ai jamais voulu l'inquiéter, donc je lui en ai jamais vraiment parlé et elle n'est jamais tombée dessus. Donc même elle aussi, je pense qu'elle ne voulait pas y croire. Qu'est-ce qu'elle fait, votre maman, quand elle découvre ça? Ben, quand elle essaye vraiment de m'extirper de ça, donc on prend quelques affaires, je retourne chez elle, elle me pousse vraiment à porter plainte et à aller aux urgences pour faire un certificat médical pour constater. Donc là, vous allez porter plainte? Oui, je suis allée porter plainte, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis allée porter plainte, j'étais vraiment déterminée parce que je sentais que de toute façon ça allait durer tout le temps comme ça, mais bon, j'avais toujours un espoir parce qu'à chaque fois il s'excusait, il me disait qu'il allait changer, etc. Donc j'ai porté plainte et il a continué de me harceler de messages, dont sa maman qui m'a appelée en me disant bah, t'as pas honte, vous allez avoir un enfant ensemble, tu peux pas lui faire ça, t'as pas de figure, etc. Et vous avez retiré la plainte? Je n'ai pas retiré la plainte. Et donc, il y a eu une suite à... Alors, il y a eu une suite. Moi, je n'ai pas été tenue au courant parce que j'ai été reconvoquée plus tard. Je crois qu'il y avait eu un procès l'année d'après, au 11 septembre. Lui, il a dû être tenu au courant parce que plus tard, il avait fait sur des réseaux sociaux des posts en m'insultant, etc., en parlant de cette date du 11 septembre. Mais attendez, vous n'étiez pas au procès? Non. Non, je n'ai pas été tenue au courant. Vous avez reçu une convocation? Moi, non. La police ne vous a jamais contacté? Elle m'avait contacté pour me reposer des questions suite à ça, mais je n'ai pas été mise au courant quand il a été jugé. Est-ce que vous aviez changé d'adresse entre le moment où vous avez déposé plainte? Oui.
Ah, voilà. Donc, parce que malheureusement aussi, administrativement, en fait, c'est la dernière adresse connue de la victime qui prévaut. Donc, si vous ne vous êtes pas présenté au commissariat ou à la gendarmerie le jour où vous avez été convoqué, ils n'ont pas pu récupérer et recueillir. Donc, juste, oui, je sais bien, mais les impôts, ils vous retrouvent tout le temps. Vous pouvez déménager, ils vous retrouvent. Et la justice, elle vous retrouve pas. Mais là, non. Après, ils n'ont pas de moyens non plus nécessaires pour pouvoir après rechercher sur la sécurité sociale, etc. Oui. Enfin, c'est aussi à la victime de se manifester, surtout quand elle a changé d'adresse. Oui. Encore plus pour être. Après, c'est vrai que j'ai pas poussé plus que ça, surtout après avoir accouché. J'ai pas voulu pousser plus que ça. Je voulais vraiment couper, passer à autre chose. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas cherché à pousser plus que ça. Mais donc vous savez même pas s'il a été condamné, à combien? Vous savez pas tout ça? Je sais qu'il a eu une peine avec une surveillance électronique. À combien, je sais pas. Voilà, une bracelet électronique. J'ai été au courant parce que du coup, on a un fils ensemble et qu'il a reconnu parce qu'il avait fait une reconnaissance anticipée. Qui pensait à beaucoup de choses à l'avance. Et de ce fait, comme moi j'ai demandé une autorité parentale plénière, on m'a tenu au courant un petit peu du reste. Et il faut dire que c'est vrai que la situation va s'empirer. C'est-à-dire qu'ensuite, il boit de plus en plus. Oui. Donc il est de plus en plus violent. Il va même vous frapper dans la rue. Oui, il y a eu un soir, on rentrait du restaurant parce que on ne travaillait pas, on avait peu de moyens, mais il voulait beaucoup se montrer. Et on rentrait du restaurant, il avait pas mal bu et il avait voulu prendre ma voiture alors qu'il n'a aucun permis. Donc j'avais refusé et je commence à rentrer. J'étais à 6-7 mois de grossesse et ma grossesse était donc difficile et j'étais essoufflée et une personne m'arrête dans la rue. C'était un homme. Donc, et là, ça lui a pas du tout plu. Et avec l'alcool, il s'en est clairement pris à moi dans la rue. Devant la personne? Oui, devant une foule. Et personne n'a bronché? En fait, il y a deux personnes qui ont essayé de s'approcher. Après, ils ont appelé la police pour laisser faire parce que les personnes qui s'approchaient, ils s'en prenaient à eux aussi. Il y a la nuit du 5 décembre, je crois que vous aimez, c'est pas vous aimez, en tout cas vous la qualifiez de nuit de l'enfer. J'allais dire, vous aimez dire que c'est la nuit de l'enfer, mais aimer, c'est pas le mot. Non, en fait, il faut savoir que mon terme de grossesse était prévu le 7 décembre. Après toute cette période, ça s'intensifiait. J'étais complètement coupée de ma famille, à part mon père qui a essayé de jouer les bons amis avec lui pour garder contact. Mais j'avais plus de relation avec ma mère, plus de relation avec ma sœur, plus aucun ami. J'étais vraiment seule avec lui. Et la nuit du 5 décembre, du coup, il a découvert que j'échangeais des mails avec ma maman. Il est tombé dessus alors qu'il m'interdisait complètement de lui parler. Et là, il a complètement déjanté. Pourtant, j'étais à 2-3 jours d'accoucher. Et il a complètement déjanté. Il est rentré dans une colère incroyable. Les coups ne s'arrêtaient pas. Il voulait montrer qu'il avait toute puissance. Il a attrapé un haut qu'il a mis à flamber. Il me disait « je vais te brûler ». On avait une petite cave. Il m'a enfermée derrière. Il me dit « tu vas crever ici ». Et vous pensez vraiment que vous allez mourir ce soir-là? Ce soir-là, il avait... Alors, chaque fois, ça devenait un peu plus intense, mais vraiment, ce soir-là, l'accumulation de tout, puis là, il avait vraiment pas supporté. Franchement, je pensais que ça allait être ma fin. Oui, clairement. Et pourquoi ça s'arrête? Ça s'arrête. Je sais même plus trop comment ça s'arrête. Il me laisse un moment derrière la porte de la cave. Il repart peut-être se coucher, je sais plus, je ressors, je dors pas de la nuit, je reste sur le canapé. Le lendemain, il se lève après avoir décuvé. Puis il commence sa journée tout à fait normale. Et j'en profite parce qu'il prenait tout le temps mon téléphone. Et là, je tenais plus. À chaque fois, j'essayais de tenir en me disant quand mon fils il va arriver, il allait changer. Mais là, j'avais très bien compris que ça ne serait pas le cas. Dès qu'il part un instant faire une course, je prends le téléphone, j'envoie vite un message à ma belle-mère et je lui dis faut que papa vienne me chercher parce que je crois que je vais mourir. Voilà. Le 8 décembre, c'est la naissance de votre enfant. Oui. Ça, c'est un jour heureux, a priori, d'autant plus que vous revoyez votre maman. Oui. En fait, de toute façon, je savais que ça allait être imminent parce que mon terme était le 7. Et donc, mon père est venu me chercher, donc c'était le 6. Je suis partie avec quelques affaires, ma valise de maternité, etc. chez lui. Le 7, je commence à avoir des contractions et donc je m'en vais à la maternité. Et c'est là que je retrouve ma maman, ma sœur et puis mon fils né le 8 décembre. Et votre papa va empêcher Eric de revoir sa fille? Alors, mon père a eu une confrontation avec lui. Ouais.
C'est ça, quand il est venu me chercher, il a essayé de le confronter. Face à mon père, aucune réaction. Aucune réaction, il se fait tout petit. Et mon père lui fait clairement comprendre qu'il n'a pas intérêt à commencer et revenir dans ma vie. Et il va revenir pourtant. Oui. Il revient en mars. C'est ça. Donc moi j'ai accouché. Donc vous accouchez, on rappelle le calendrier, vous accouchez le 8 décembre. 2017, oui. Et en mars 2018, il revient. Il revient en mars 2018. Entre-temps, il a quand même essayé de m'envoyer des messages. Il voulait se réimmiscer dans ma vie. Sa famille aussi a essayé de m'envoyer des messages assez culpabilisateurs. Mais j'ai tenu bon. J'ai bien compris que là, c'était vraiment fini. Puis mon fils m'a vraiment ouvert les yeux, pardon. Mais il vient. Alors, il avait demandé à voir son fils. Il était prévu qu'il vienne éventuellement dans un hôtel. Et en fait, il est venu chez moi. Il pense se réinstaller avec moi. Il fouille votre téléphone, il fouille partout. En départ, il fait presque mine qu'il a changé. Ouais. Il fait à manger, il m'amène des fleurs. Et combien de temps ça dure, ça? Ça a duré sur 3-4 jours. Ah oui, il est resté 3-4 jours. Vous le laissez se réinstaller 3-4 jours? En fait, se réinstaller, il est venu, donc il dormait sur le canapé, parce qu'il me disait qu'il ne pouvait pas prendre d'hôtel, il ne travaillait pas. Et je me sentais, malgré tout ce qui s'était passé, je me sentais mal quand même de le mettre à la rue, j'étais encore trop gentille. Et donc, il fait mine qu'il m'offre des fleurs, il fait à manger, mais très vite, je le surprends en train de prendre le téléphone et de recommencer comme avant. Vous allez prévenir la gendarmerie? Oui. Vous allez leur dire qu'il y a un homme violent qui est chez vous? Oui, parce qu'il rentre dans une crise. Ouais. Ils vont arriver trop tard? Oui, il recommence une crise énième, et là, je sors de chez moi, j'appelle de suite la gendarmerie et il s'en va. Depuis, plus de nouvelles? Depuis, plus de nouvelles, à part des réseaux sociaux, où le 11 septembre, je pense que c'est là qu'il a été jugé, où il m'insulte, etc. Mais comme j'ai posé, je crois que c'était une main courante par contre, cela, j'ai plus de nouvelles, à part de la justice, tout ce qui concerne la garde parentale. Que vous avez eu? Oui. Pleinement? Oui. Effectivement. Et vous n'avez pas envie de poser une vraie plainte, enfin, j'ai envie de dire quelque chose qui soit suivi pour... Alors, maintenant, en fait, j'ai vraiment voulu... j'ai tellement eu du mal à avoir le déclic, déjà de partir. Et maintenant, avec mon fils, je voulais vraiment passer à autre chose, avoir une autre vie. C'est à chaque fois me replonger dans des mauvais souvenirs. Donc, j'ai préféré couper court. Après, Isor, je ne veux pas du tout vous jeter la pierre, oui. Mais c'est vrai que simplement, ne serait-ce que pour les téléspectateurs, la différence entre une main courante et une plainte, c'est que la main courante n'a aucune valeur pénale. Et ça, je ne le savais pas avant. Voilà, donc au moins on le dit. C'est-à-dire qu'on va simplement donc dans les locaux du commissariat ou de la gendarmerie et on dénonce des faits, mais on les fait simplement déclaré. Donc c'est juste déclaratif. Et donc la police derrière n'a pas à intervenir à n'importe quel titre, ne peut pas appeler non plus la personne qui est mise en cause par vous, puisqu'à ce moment-là, elle est juste mise en cause. Et en revanche, un dépôt de plainte, ça diligente tout de suite derrière et ça déclenche avec le parquet une enquête. Et là, la possibilité mais donc, excusez-moi, mais la main courante, ça sert à rien en fait? La main courante, on va dire quelque part, ça sert à rien. C'est juste pour se constituer un dossier et notamment, j'imagine que vous vous en êtes servi pour la procédure familiale. Oui, tout à fait. Pour pouvoir en fait donner après au magistrat ne serait-ce qu'un doute sur la véracité des faits et sur le côté dangereux potentiel que peut avoir le papa et que peut représenter le mis en cause. Quelle leçon vous tirez de ça, vous? Parce que je pense que vous y avez repensé des dizaines et des dizaines Oui, parce que maintenant, j'ai beaucoup de recul, parce que ça fait plus de 5 ans maintenant, donc maintenant, j'ai beaucoup de recul. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui, parce que j'étais dans une période, on va dire... alors déjà, j'étais jeune, j'avais jamais eu vraiment de relation longue, j'étais sur mon nuage, mais je pense que ça peut arriver à n'importe qui, dans une période où on est un peu plus faible, etc. Donc vraiment, la première intuition, quand on a des doutes, qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas nettes, vraiment creuser. Vraiment creuser et ne pas s'isoler. Vraiment pas s'isoler parce que vraiment c'est ce qui m'a... C'est pour ça que je me suis laissée parce que j'avais personne autour de moi finalement. Pourtant vous aviez vos parents? J'avais mes parents, mais en fait je voulais pas les inquiéter. Je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, qu'ils soient mal. Donc c'est vrai que je leur ai beaucoup caché de choses. Même aujourd'hui, il y a certainement des choses qu'ils découvrent. Mais maintenant, j'ai beaucoup de recul sur ça. Et vous avez des cicatrices encore de ça? Parce que là, quand on vous voit, vous êtes radieuse, vous êtes souriante. Oui. On se dit... elle a totalement tourné la page. Or, je ne crois pas qu'on puisse vraiment tourner la page. Je ne pourrais pas tourner la page parce que j'ai un enfant en commun avec cette personne.
Et ça, il l'a reconnu. Il avait fait une reconnaissance anticipée d'ailleurs, et je pense que c'était pour avoir la main. Mon fils a son nom. Voilà, a que son nom d'ailleurs. Donc c'est des choses qui me replongent à chaque fois. Et de toute façon, quand mon fils Lenzo sera plus grand, il voudra connaître son histoire, je ne pourrai pas lui cacher. Donc je serai obligée de lui en parler. Mais aujourd'hui, moi, j'ai refait ma vie. J'ai une petite fille qui va avoir 1 an le mois prochain. Je suis avec quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est super. Donc, j'en ai tiré une leçon et maintenant, j'avance. Pour moi, tout va bien. Stéphanie Germany. Alors, votre témoignage est extrêmement intéressant parce qu'il montre malheureusement les rouages de l'emprise. Alors effectivement, il y avait déjà une pathologie. Ce monsieur avait déjà une attirance pour tout ce qui est de l'ordre de l'emprise. Oui. Hein, on le voit tout de suite lorsqu'il vous met des interdictions, que ce soit sur le maquillage, les vêtements, etc. Mais la recette qui fonctionne, justement, c'est-à-dire que tout pervers narcissique, si c'en est un en tout cas, il faut trouver la bonne victime. Et comme vous le dites très bien, il y avait votre âge. Et souvent, cet âge où on n'a pas encore une personnalité totalement établie, il y a cette problématique de limite. C'est-à-dire que dans une relation de couple, on est libre. C'est-à-dire qu'on peut être fidèle, évidemment, c'est important. Mais la liberté, c'est aussi de respecter l'individu dans son être et dans sa personne. Et dès lors où il y a des interdictions et des restrictions qui touchent la question de votre image, de votre comportement, de votre liberté, là, il commence à tâter le terrain. Comme toute personne qui va engendrer de l'emprise, c'est pas tout de suite qu'il considère que la victime va être potentiellement soumise. Il va vérifier. Donc souvent, les premières méthodes, c'est de voir si la personne a des limites. Et à 22 ans, effectivement, c'est très compliqué. Mais dès lors où un individu, quand on rentre dans une relation de couple, commence à dire tu ne peux pas te maquiller ainsi, tu ne peux pas fréquenter telle personne, tu ne peux pas parler à ta mère, ces interdictions, elles sont déjà le signe qu'il y a une pathologie profonde chez la personne qui fait ses demandes. Donc la première chose à faire, c'est de tout de suite s'éloigner. Parce que si l'individu n'est pas capable de comprendre que sa compagne, tout en étant respectueuse et fidèle, peut se maquiller, peut s'habiller de la façon dont elle le veut, s'il n'y a pas cette résonance, ou en tout cas cette capacité à comprendre cela, ça signe qu'il y a une pathologie. Donc toutes ces femmes-là doivent faire extrêmement attention et très rapidement partir, parce qu'après les rouages d'emprise sont de plus en plus violents. Et malheureusement, après, bon, vous êtes jeune, vous aviez la force psychique, mais quand les personnes ont un autre âge, la plasticité n'est pas la même. Et puis des fois 10 ans, 20 ans d'emprise pour sortir, après c'est très très compliqué. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que vous, on l'a compris, hein, vous avez été parvenu à fuir. Eric, vous avez commencé à vous reconstruire, mais de son côté, lui, il a fait une nouvelle victime, puisque via une application, il a rencontré Sophie, qui, elle, était maman de jeunes enfants. Ça s'est passé 1 an après vous, à peu près. Et là, à nouveau, il va se montrer violent, il va se montrer jaloux. Dans un instant, Sophie sera avec vous, à côté, sur ce plateau. Elle va témoigner aussi. C'est la première fois qu'on a comme ça deux victimes qui vont être ensemble sur le plateau, et vous allez vous rencontrer. D'abord, l'histoire de Sophie. L'année suivante, c'est une autre femme qui devient la victime d'Eric. À 28 ans, Sophie, coiffeuse et mère de 2 enfants, vit près de Mantes-la-Jolie, en région parisienne. À son tour, elle vient de faire la rencontre d'Eric via une application. Et après leur premier rendez-vous, Sophie est sous le charme de ce jeune homme. Le couple se forme rapidement. Eric fait même connaissance avec les enfants de Sophie et ne cesse de les gâter. La coiffeuse est alors conquise. Mais là encore, l'idylle va virer au cauchemar. 1 mois et demi après le début de leur relation, Sophie apprend qu'Eric va devoir porter un bracelet électronique. Il aurait commis un délit en volant un scooter. La jeune maman est perplexe, mais décide de le croire. Soumis à ce contrôle judiciaire, Eric doit souvent rester chez lui. Et la coiffeuse décide alors de trouver du travail plus près de son conjoint. Elle pense ainsi pouvoir apporter tout son soutien à son nouveau compagnon. Mais alors qu'ils passent de plus en plus de temps ensemble, Eric commence à se montrer très possessif. Un comportement qui va créer plusieurs disputes au sein de leur couple. Pourtant, Sophie laisse tout passer, car elle se réjouit qu'un homme accepte enfin ses 2 enfants. Mais la mère de famille n'est pas au bout de ses surprises. Un jour de février, 4 mois après le début de leur relation,
Sophie tombe sur des documents concernant le port du bracelet électronique d'Éric. Et elle découvre qu'il est en fait condamné pour violence sur son ex-compagne. Sous le choc, la coiffeuse tente d'obtenir des explications. Mais une grosse dispute éclate. Sophie décide alors de quitter Éric. Mais déjà très attachée à lui, elle finit par revenir à ses côtés 1 mois plus tard. Elle subit alors les accès de rage de son compagnon, qui ne cesse de s'amplifier. À la rentrée scolaire, Sophie doit coiffer son frère. Et alors qu'Éric s'y oppose, la coiffeuse lui tient tête et déclenche la colère du jeune homme. Éric la prend par les cheveux. Il lui assène un coup de poing au visage avant de lui cogner la tête contre la table basse. La jeune coiffeuse le supplie d'arrêter, allant même jusqu'à s'excuser. Mais Éric continue. Il lui fait une clé de bras et l'étouffe avec un oreiller. Plus tard dans la soirée, il tente de se faire pardonner en lui préparant un apéritif et en la couvrant de petites attentions. Sophie pense alors que cet épisode de violence est le dernier. Pourtant, pendant des mois, Éric continue à la frapper. Régulièrement, il l'attrape et lui cogne la tête, à tel point qu'elle se met à vomir. Après plusieurs mois de relation, Sophie tombe enceinte et en pleine grossesse, elle continue à subir les assauts de son compagnon. Un jour, Éric menace de la tuer. Mais au cours de la dispute, le fils de Sophie entend ces paroles. Et dès le lendemain, il supplie sa mère de partir, car il a peur qu'elle meure. Sophie a alors un électrochoc. Elle prépare ses affaires et s'enfuit avec ses enfants chez une voisine avant de se rendre au commissariat. La mère de famille porte plainte pour violence, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée. Éric est alors auditionné et placé en garde à vue puis en détention provisoire. Quelques jours plus tard, il est jugé en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Versailles. Et il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il écope alors de 2 ans d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers, aux côtés d'Isor. C'est donc Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous vous connaissiez toutes les deux? Pas avant ça. Pas avant aujourd'hui? Enfin, si, en fait, on était en contact. Ouais. C'est les OPJ qui m'ont auditionné, justement, qui m'ont conseillé, en voyant l'étendue de son casier judiciaire, de prendre contact avec, avec Isor. Vous étiez jamais rencontrés? Du tout. Donc c'est la première fois? Ouais. Vous l'avez écouté tout à l'heure, vous l'avez écouté, vous étiez en coulisses, vous écoutiez son témoignage. Vous vous êtes retrouvés un peu dans ce témoignage? Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je disais justement avec une tierce personne qui est dans les coulisses, que au final, on a la même histoire sur quasiment les 3/4 des points. On a eu affaire à la même personne. Alors la seule chose quand même, c'est que vous êtes très différentes toutes les deux. Bien sûr. C'est-à-dire que Isor était plus jeune que vous quand il y a eu la rencontre. C'était en gros son premier grand amour, j'ai envie de dire. Vous aviez une expérience de vie, parce que vous aviez eu deux relations avant avec deux enfants. Oui, c'est ça, tout à fait. Et en plus, vous, contrairement à Isor, et c'est pas vous insulter que dire ça, mais je crois que vous êtes une femme assez caractérielle. Oui, de base, j'ai toujours été quelqu'un de très caractériel, à me mettre beaucoup de personnes à dos. J'ai jamais hésité à dire ce que je pense dans quelconque situation. Et qu'est-ce qui s'est passé là alors? Il a eu les mots. Je ne saurais même pas vous expliquer. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'emprise, mais l'emprise, c'est un grand mot, en fait, c'est un grand terme. Pour moi, ça ne résume même pas assez la chose. Dans tous les cas, on ne peut pas la comprendre tant qu'on n'y est pas. Pour moi, l'emprise, on pourrait plutôt la qualifier de séquestration psychologique. Et encore, je pèse mes mots, quand on emploie le mot séquestration, on ne peut rien y faire. Vous voyez, on est enfermé. Vous le rencontrez 1 an après Isor, c'est-à-dire que vous savez qu'il a déjà un fils. Oui.
C'est le fils qu'il avait avec Isor. Bien sûr, il s'en vantait régulièrement. Quand j'allais chez ses parents, il y avait des photos de son fils partout. Il en avait beaucoup sur ses réseaux sociaux. Donc quand on s'est rencontrés, voilà, j'ai très vite des photos de son fils. Il en avait beaucoup dans son téléphone. Et puis c'est rassurant presque pour vous. Oui, bah voilà, je me suis dit bon, bah c'est sympa, un papa séparé comme moi. Enfin moi, j'avais le côté un peu bébête, fofolle, et puis je me disais bon bah voilà. C'est cool, quoi. Enfin, c'est un papa, il s'assume, il prend son fils régulièrement. Mais très vite, je me suis rendu compte que, tiens, il me disait qu'il avait une fois par mois et, bah, comme par hasard, ce mois-ci, il l'a pas. Alors, il m'avait dit, bon, bah, je me suis disputée donc avec la mère du petit, bah, je l'aurai pas ce mois-ci. La réalité, c'est qu'il n'a pas la garde parentale. Bah non. C'est ça. Mais ça, vous le saviez pas. Bah non, en fait, je n'ai rien su. Le mois d'après, c'est pareil. Il m'avait dit bon, bah, on s'est encore disputé. Il faut que je lui envoie de l'argent pour le petit, avec des petits cadeaux. Ça va être l'anniversaire. Bon, bah très bien. Je me suis dit bon, bah j'avais même participé du coup à lui envoyer de l'argent, que j'ai appris bien plus tard qu'en fait tout ce qu'il y avait comme geste, il gardait pour lui. Et au final, bah, avec les mois qui ont suivi, bah, j'ai très vite compris qu'il ne voyait pas du tout son fils. Ses parents, ils se sont jamais posé la question de savoir pourquoi. Enfin, ils m'ont même pas inquiété vis-à-vis de ça. Voilà. Mais juste, Isor, si j'ai bien compris, ses parents, ils savaient ce qui se passait avec vous à lui. Oui, parce que mes parents ont pris la décision de leur en parler pour... voilà. Ils savaient très bien ce qui se passait, oui. Donc, c'est-à-dire que quand Sophie, vous voyez les parents d'Éric, ils savent qu'il est violent. Oui, mais je n'ai rien su. Non, mais ils vous le disent pas. Ils ont laissé entrer le loup dans la bergerie. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que je me dis, parce que c'est quand même... Enfin, ils le connaissent, ils connaissent leur fils. Oui. C'est quand même un peu tendu, quoi. Non, moi, j'ai rien su tout de suite. Il y a un truc quand même, c'est le bracelet électronique, parce que quand vous le rencontrez, il a un bracelet électronique. Oui, en fait, il l'a eu un mois après notre rencontre. Bon, bah, il s'en vantait sur les réseaux sociaux. Il s'en vantait. Ouais. Il avait publié ses lettres de convocation et tout. Bon, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, très bien, soit. Bon, il a peut-être fait des bêtises. Bon, bah, moi, c'est pas grave, je passe au-dessus. J'ai ma vie, ma situation, mes enfants à gérer. Vous lui demandez quand même pourquoi il a bracelet? Alors, il m'avait dit que c'était par rapport à une histoire de vol de scooter. Bon, je me suis dit, bon, très bien, il est plus jeune que moi, il a l'air un peu. Je vous avoue, ça m'a un peu plus ce côté-là. Il a l'air assez... rebelle. Voilà, rebelle, rentre dedans. Puis moi, comme j'étais un peu... Quoi. Voilà, j'étais un peu comme ça de base. Ouais. Donc, je me suis pas... voilà, quoi, j'ai... Mais un jour, vous allez tomber sur des documents. Oui, parce qu'en fait, quand j'allais chez lui, je prenais l'habitude régulièrement. Moi, je suis très, très maniaque et je prenais régulièrement, voilà, des trucs pour nettoyer, tout ça. Et donc, un jour, j'ouvre une pochette, je venais pour faire la poussière et là, je tombe sur... les papiers qui justifiaient le port de son bracelet électronique. Et là, je lui dis, c'est quoi ça? Et là, il y avait écrit que c'était pour violence? Violence conjugale. Et là, je lui dis, c'est quoi ça? Donc, il me dit, ah, bah, je me suis disputée avec Isor parce qu'elle veut pas me laisser voir le petit. Donc, bah, j'en ai foutu une, elle a porté plainte. Et c'est vrai que, bah, du coup, j'ai demandé des explications à sa mère qui m'avait dit, bon, bah, oui, c'est vrai... mais dis-moi s'il s'en est pas déjà pris à toi. Alors moi, je lui avais déjà dit non, pas du tout. Enfin, mis à part qu'on se dispute très régulièrement, non. Moi, il m'a jamais levé la main dessus. Juste pour bien comprendre, c'était par rapport à vous, ce bracelet électronique, Isor? Oui, du coup, je pense que oui. Moi, je n'ai pas été tenue au courant, mais il y a quand même eu des suites. Et il a eu ce bracelet électronique. Ouais. Tout à fait. Et moi, je savais. Vous saviez, mais vous ne connaissiez pas forcément. Non. Voilà. Vous ne pouviez pas savoir. Les violences psychologiques, les violences physiques, ça va commencer très vite? Ouais. En fait, on a été ensemble 2 fois. La première fois, je dirais pas qu'il y a eu de réelle violence psychologique, parce que me connaissant, je ne serais pas revenue. Mais il a été tellement vite prenant en fait avec mes enfants, très attentionné, très à offrir des cadeaux, à demander s'ils vont bien, même sa famille en fait. Au fond, au final, ils étaient tellement en fait présents pour moi, pour mes enfants. Bon, bah voilà, je me suis pas... Et c'est la 2e fois que ça a été totalement différent. En fait, il faut savoir que c'est la première fois où on a été ensemble. En fait, il faisait croire à ses collègues de travail que j'étais sa cousine. Pourquoi? J'ai jamais su pourquoi. En fait, je l'ai su que plus tard. Et c'était pourquoi? Parce qu'il me trompait avec une de ses collègues de travail de l'époque. Mais ça, je l'ai su qu'il y a quelques mois. Voilà, en fait, c'est venu à mes oreilles concrètement. Bon, bah, sur le coup... Juste, excusez-moi, mais vous lui avez jamais posé la question? Non. Non? Bah non, parce qu'en fait, au final... Vous lui dites pas, mais pourquoi tu dis... C'est pas que j'en riais, mais je me suis dit, bah, ça t'amuse de faire le malin, en fait. Enfin, c'est moi qui dors dans ton lit, hein, donc si ça t'amuse de... Enfin, moi, je m'en fiche concrètement, quoi. C'est moi qui suis avec toi, c'est personne d'autre. Donc non, je me suis pas... C'était peut-être un peu naïf de ma part. Non, très naïf, je dirais, mais...
Alors, ce qui est assez terrible, c'est que quand vous décrivez les violences que vous allez subir, c'est exactement la même violence qu'ils ont. C'est-à-dire la même méthode, tirer les cheveux, cogner frapper, la tête contre les murs. Le meuble télé, la table basse, les coups de poing dans le crâne, dans le ventre, dans les bras. Là encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des griffures au niveau du visage. J'ai encore la trace de ses doigts. Et ça a combien de temps? Ça, c'était en décembre 2020. Donc ça a plus de 2 ans, vous avez encore des traces? Oui. Oui, parce qu'en fait, ce jour-là, il m'avait attrapé la joue. Et en fait, il m'avait soulevé de toutes ses forces. Et il m'avait cogné la tête, en fait, sur une prise qu'il y avait au sol. Et il me donnait des coups de pied en même temps. Donc du coup, en fait, comme il m'avait soulevé de tout mon poids, bah, j'ai encore les traces de ça. Et j'avais tellement perdu de sang. D'ailleurs, ce jour-là, j'avais fait une énorme crise d'angoisse. Toute la nuit, je pleurais. J'avais du mal à respirer. Et en fait, je pleurais, je criais. Ça lui a fait un électrochoc. Il m'a regardé. En fait, c'est ce qu'Isor décrivait tout à l'heure. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'il s'en prenait à moi physiquement, c'était pas le même visage. C'est comme s'il mettait un masque et qu'ensuite, il l'enlevait. Je n'avais pas du tout affaire à la même personne. Et en plus, il était tellement... vous voyez, il avait toujours les mots. En fait, il avait toujours réponse à tout. Dès que moi, en fait, je lui posais une question ou que j'allais à l'affront, en fait, envers lui, il avait toujours la réponse pour me contrer. Le moindre chose que je me plaignais, il avait toujours la... Voilà, pour m'arrêter dans mon affront. Et il va reproduire également le même système sur... Alors, ses rapports avec les enfants, ça, c'est assez compliqué parce que c'est-à-dire qu'il vous pousse à arrêter la pilule, il vous pousse à tomber enceinte. C'est ça. Et quand vous tombez enceinte, comme avec Isor, là encore, ben là, ça va pas. Ouais. Après, il faut savoir que moi, voilà, j'avais déjà deux enfants. Je voulais refonder une famille. Moi, je me suis jamais arrêtée au fait et au préjugé d'avoir déjà 2 enfants de 2 pères différents. Moi, je voulais vraiment refaire ma vie. Et du coup, je lui avais jamais caché mon envie d'avoir un autre enfant, de me marier, d'avancer dans la vie. Enfin, moi, j'étais vraiment très... Voilà, j'avais envie d'avancer. Et lui, en fait, il s'en est assez joué. En fait, il me demandait d'arrêter la pilule, puis après, il me la faisait reprendre. Ça a duré 8 fois, en fait, ça. Jusqu'à un moment donné, vers la fin, la dernière fois, il me l'avait fait reprendre, il me l'avait redonné de force. Pendant une scène de violence, en fait. Il vous redonne la pilule de force? Oui. Ouais. Il y a un jour qui va être encore plus violent que les autres et le fils que vous avez d'un précédent mariage là, va entendre. C'est ça. Il va tout entendre. C'est quand il vous menace de vous tuer. Et en fait, je tiens juste à préciser, c'est que en fait, dans toutes les scènes de violence qu'il y a eu, mes enfants n'ont jamais été présents physiquement. Mais ils étaient toujours, en fait, quand c'était chez moi, parce qu'en fait, on n'habitait pas du tout ensemble. Nous, on allait soit chez moi, soit chez lui. Et en fait, soit mes enfants étaient dans une autre pièce, soit ils les enfermaient dans leur chambre ou ils les enfermaient dans le salon. Eux n'ont jamais vécu de violence physique, mais moi, je les qualifierais vraiment de psychologiques. Et ce matin-là, votre fils vient vous voir? Se lève. En fait, ma fille était en vacances chez son papa. C'était pendant les vacances de Noël. Et moi, je qualifierais ça vraiment de la nuit de l'enfer. De toutes les scènes de violence que j'ai eues, pour moi, ça a été vraiment la pire. Et j'étais réduite, en fait, à néant, tellement psychologiquement. Ce matin-là, je me suis levée. Les violences ont duré 8 heures d'affilée. C'est plus des violences, c'est de la torture. Là. C'était de la torture, en fait. Ça a été comme Isor, en fait. Ça a été... c'était des insultes. Il répétait sans cesse la même chose, sans cesse la même chose. Il avait fouillé dans mon téléphone jusqu'à retrouver une invitation sur un réseau social qui datait de 3 ans en arrière. Et quand je ne lui avais pas dit, il s'en est pris à moi. Il me disait, tu me l'as pas dit, t'es une. Bon, je vous dirais pas l'insulte, mais en fait, c'était... Il répétait. Et puis moi, en fait, j'étais tellement dans un état, je lui disais, oui, je suis ça. Oui, je suis ça. J'acquiesçais, en fait, j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Je savais que mon fils était dans la chambre d'à côté. Pour moi, ce soir-là, j'allais mourir. Il me l'avait dit qu'il allait m'égorger. À un moment donné, en m'attrapant par les cheveux, en fait, il m'avait cogné la tête contre la fenêtre de ma chambre. Son jeu préféré, quand il me frappait, parce que pour moi, c'était un jeu clairement parce qu'il en riait. En fait, il éteignait la lumière, il mettait le flash de son téléphone et il s'amusait à me taper. Et moi, j'étais terrorisée, je vomissais, j'étais tellement angoissée. Et donc, ce soir-là, en fait, il m'avait pris la tête, il me cognait sur la fenêtre et il me disait « Je vais te jeter par la fenêtre, je vais t'égorger ». Il avait beaucoup bu. Il a voulu me casser un verre d'alcool, en fait, au niveau du visage. Donc, j'ai eu une énorme cicatrice là pendant plusieurs mois. Et donc, voilà, ça a été très, 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 très dur. Et donc, ce matin-là, mon fils s'est levé. Monsieur était parti au travail. Il avait l'habitude de mettre son scooter dans ma cave. Parce
que oui, moi aussi, j'ai le droit, voilà, toutes les trucs en scooter, tout ça. Il m'avait fait croire qu'il avait le permis, qu'on lui avait saisi sa voiture d'une certaine marque. Parce qu'il n'avait même pas le permis? Non, il l'a jamais eu. Toujours pas. Il n'a jamais eu le permis. Il m'avait même menti sur son statut de travailleur. En fait, il m'avait dit qu'il était responsable, alors qu'en fait, il était qu'un simple employé, qu'il n'a jamais eu quelconque responsabilité sur quoi que ce soit. Et donc, ce matin-là, en fait, il devait aller au travail. Bon, j'avais quasiment pas dormi. C'était très, 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 très dur pour moi. Et donc, je devais tout le temps l'accompagner dans la cave, sortir son scooter, refermer la cave et repartir. Et je suis remontée à la maison. Donc, il avait l'habitude, en fait, quand il partait au travail, pour bien, en fait, m'enfermer et qu'il sache tout ce que je faisais. En fait, il fallait tout le temps que je sois au téléphone avec lui, sans arrêt, des heures d'affilée. Vous, c'est pareil? Oui, il faut tout le temps répondre à ses appels, tout le temps être au téléphone, c'était tout le temps de longue. Quand il a eu un court travail en intérim, il demandait à sa maman de m'appeler. Et tout ça est très, très organisé. Ouais. Et vous, Sophie, donc vous allez finir par écouter votre fils, parce que c'est un peu le déclic, vous allez partir. Ça a été mon déclic, c'est ça. Vous allez porter plainte pour violence aggravée, menace de mort réitérée. Ouais. Vous allez voir un médecin qui va vous faire un certificat avec les ITT. Oui. Lui, on va le retrouver facilement. Il est placé en garde à vue, il est auditionné, placé en détention provisoire, comparution immédiate, peine de 2 ans de prison avec 6 mois de sursis, suivi psychologique pour son addiction à l'alcool, interdiction d'entrer en contact avec vous, bracelet anti-rapprochement, dommages et intérêts pour les victimes. Et c'est là que vous apprenez que vous n'êtes pas la seule. Non. Donc, pour en revenir voilà, à cette nuit-là, le matin, je me lève, mon fils se lève et il me dit « Maman, je veux pas que tu meurs ». Et il l'a répété 8 fois. « Je ne veux pas que tu meurs, je ne veux pas que tu meurs ». Et là, j'ai eu un... Comme si, en fait, on m'avait rendu mon corps. J'étais tellement, en fait, sortie de mon corps, j'étais totalement... J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma vie et ce matin-là, en fait, donc je me suis levée, monsieur n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai eu le réflexe quand même de faire mon ménage. Il était tellement en fait aussi prenant vis-à-vis de ça. Il voulait même contrôler la moindre poussière qu'il y avait. Fallait qu'il se lève le matin, que tout soit propre. Donc j'ai eu cette habitude-là de me lever, de faire le ménage, de donner à manger à mes animaux. J'ai regardé mon fils, j'ai pris des affaires et je lui ai dit viens, on va donc chez la voisine qui m'a pour moi aussi en partie sauvé la vie ce jour-là. Je suis partie me cacher chez elle. Et donc je lui ai expliqué, j'étais totalement en pleurs. Donc elle s'occupait de mon fils. Ses enfants m'ont déposé dans un commissariat. J'étais dans un état catastrophique. Les policiers ont très vite pris mon téléphone en fait parce qu'il n'arrêtait pas de me harceler. Comme je ne répondais plus en fait depuis plus de 2 heures. Il a quitté son poste de travail. Il me cherchait partout. Il me disait, en fait, dans les messages, les policiers ont vu par la suite, qu'il disait qu'il avait eu un accident, que j'étais complètement inconsciente de ne pas répondre, qu'il était à l'hôpital, que je ne pensais qu'à moi, que j'étais complètement égoïste. Et donc, j'ai été transportée à l'hôpital. Et donc, quelques heures après, l'OPJ qui a pris en charge ma plainte le lendemain m'appelle pour me dire qu'en fait, ils l'ont retrouvé, qu'il était enfermé dans ma cave en train de m'attendre. Donc, je l'ai dit, comparution immédiate, 2 ans de prison avec sursis. Il est sorti de prison le 8 novembre 2021 avec une remise de peine. Il a eu une libération sous surveillance électronique. En fait, il n'a effectué que 10 mois sur les 2 ans, c'est ça? En fait, il est retourné en prison, là, depuis. Parce qu'on rappelle, c'est pas vieux, il est sorti le 8 novembre 2021, mais il est déjà retourné en prison parce qu'il a fait une autre victime. Oui, c'est ça. Alors, en fait, du coup, donc, il est sorti plus tôt. Moi, contrairement à Isor, la justice, je ne l'ai jamais lâchée et je continuerai encore. J'ai demandé moi-même avec mon avocate de l'époque d'avoir le bracelet anti-rapprochement. Et bon, même si depuis j'ai déménagé, j'ai tout fait pour voilà, couper court à tout ça, la justice, je ne la lâche pas. J'ai demandé à continuer d'avoir le bracelet anti-rapprochement après sa sortie de réincarcération. Donc dernièrement, c'était il y a 1 mois, on m'appelle... Je suis tombée en larmes de soulagement. J'avais mon enfant dans les bras, parce que je ne qualifierais pas que ce soit le sien. Je suis tombée au sol. On m'a appris qu'il était de nouveau réincarcéré, que je pouvais aller rendre mon bracelet anti-rapprochement. Donc j'ai vécu ça en fait comme un soulagement tellement immense. En fait, c'était tellement de contraintes que sur le coup, en fait, on m'a pas expliqué pourquoi.
Je savais juste que 2 mois avant, il avait été placé en garde à vue, mais qu'il avait été relâché libre. On n'avait pas le droit en fait de me dire pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Donc environ une semaine après, j'ai été convoquée au tribunal. Donc je rentre dans le bureau de la personne qui m'a reçue. Et là, elle me dit, vous voulez savoir? Je lui ai dit, je ne veux pas que vous vous mettiez en porte-à-faux, mais dites-moi, je vous en supplie, dites-moi qu'il n'y en a pas eu encore une autre. Et là, elle me regarde, le visage très fermé, elle me dit si. Si, il y en a eu encore une autre. Bon, je ne vais pas m'attarder, à donner trop de détails. Non, on va pas donner. Donc je sais que elle a porté plainte, qu'elle est enceinte. Je l'ai retrouvée grâce à mes réseaux sociaux. J'ai fait une recherche parce que je tenais à lui apporter le même soutien que moi j'ai pu recevoir en fait quand j'ai pu avoir contact avec Isor. Et donc du coup, au jour d'aujourd'hui, je peux juste vous dire, c'est que donc elle est enceinte, elle est venue avec nous aujourd'hui. Elle est en coulisses. Voilà. Elle est en coulisses, elle est venue avec vous et c'est elle la victime. C'est la quatrième. Quatrième. Voilà. Parce qu'il y en a une avant Isor. Ouais, mais par contre, on n'a jamais, autant moi que Isor, on a juste su son prénom. Mais on n'a jamais su où elle habitait. Moi, le jour de mon procès, en fait, on m'a vraiment détaillé tout son cadet, tout ce qui s'était passé. Alors, je suis tombée de très haut parce que les 3/4, je n'étais absolument pas au courant. Donc, il y a eu une première victime, il y a eu Isor, il y a eu vous, et puis il y a eu cette dame qui est en coulisses. Voilà, cette dame qui est en coulisses. Dans cette émission. C'est incroyable. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes remis, Sophie? Oui, moi je dirais que je vais bien. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'ai tenu à accepter l'invitation qu'on m'a proposée aujourd'hui. Je dirais pas que j'en suis totalement remise parce que j'ai toujours des séquelles psychologiques. Mais je veux juste prouver qu'en fait je vais bien. Mes enfants vont bien, même si je suis toujours toute seule à l'heure d'aujourd'hui, que je souffre d'un stress énorme et que je garde des tocs en permanence. Je vais bien et il est possible de s'en sortir et d'aller bien ensuite et de vraiment pouvoir faire face et de montrer que il y a un après tout ça et que vraiment tout est possible. Et vous avez gagné. Et j'ai gagné. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Isor, après ce témoignage? J'espère qu'elle aura le même... Enfin, moi, j'ai beaucoup plus de recul après les années, mais j'espère qu'elle aura le même recul que moi, que ça va aller, que son enfant, c'est 3 enfants, mais je parle surtout sur le dernier, il va être très heureux avec elle, que sa vie, elle va être super belle et que dans quelques années, Ne t'inquiète pas, là, elle l'est. J'ai mes 3 enfants avec moi. Voilà, mais qu'il y aura beaucoup plus de détachement et que la vie, elle est belle et que... Il y a plein de belles choses. Mais elle l'est déjà. J'ai mes 3 enfants et j'ai réussi, je vais bien. On a déménagé. Oui. Je leur ai offert la vie que j'ai toujours voulu pour eux. J'ouvre mon entreprise d'ici la fin de l'année. Je fais régulièrement du bénévolat dans des associations pour apporter mon aide aux femmes qui n'ont pas confiance en elles et leur réapprendre à s'affirmer, à se coiffer, à se maquiller. J'ai d'ailleurs un partenariat qui était prévu prochainement. Et voilà, c'est pour moi, la vie ne s'est pas arrêtée. J'espère. Et reconstruisez-vous. Et je suis content qu'on finisse avec 2 sourires après ces histoires. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Isor. Merci de nous avoir reçus. Beaucoup.